En attendant que Connect, on refait pour ceux qui n'ont pas encore participé à ce type d'intervention, un petit rappel sur l'objectif de ce qu'on vous propose. C'est de prendre quelques articles, si possible récents, en tout cas qui nous paraissent pertinents, en rapport avec la taxi de Friedreich et si possible avec la thérapeutique, et de les décortiquer avec une méthode assez généralisée qui est celle de la lecture critique d'articles, c'est-à-dire de les traduire, d'expliquer la méthode des auteurs, pourquoi ils ont choisi euh, tel groupe, telle méthode, telle façon de faire et leurs résultats à la lecture de la méthode analysée précédemment. Donc, donc, on a déjà fait 3 interventions de ce type et nous, ça nous semble utile de développer une espèce de partage de langage commun avec les scientifiques, en espérant que ça vous intéresse et que ça vous convient. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et même à nous solliciter pour des sujets, comme certains d'entre vous l'ont fait. On essaiera autant qu'on peut d'aller faire des recherches bibliographiques et, si possible, même de faire des lectures d'articles, des explications de texte, comme dirait Ok. Madeleine, pour que ce soit plus intelligible, plus accessible pour tout le monde. Et vous verrez, enfin, il nous semble hein, c'est pas forcément très compliqué. Il faut suivre pas à pas, enfin, si ce n'est la barrière de la langue peut-être, il faut suivre pas à pas les explications des auteurs et normalement, c'est pas très compliqué. Voilà, je laisse Pierre-Marie faire un petit commentaire supplémentaire. Je voulais juste savoir qui donne le top départ. Bah, ça va être nous. Des questions déjà certains d'entre vous ont pu regarder l'article, il était en libre service, oserais-je dire. Je ne sais pas si vous êtes allé le regarder. En tous les cas, Pas c'est eu le pas temps. grave. Non, mais Non, pas trop ma part en tout cas. d'accord, ok. Et ben doucement, je vais laisser Pierre-Marie commencer à nous parler. Alors, cet article est pour le coup un article récemment publié, hein, puisque je crois qu'il a été publié Le premier trimestre 2024. voilà. Il touche une proposition thérapeutique dans la taxi de Friedreich sur du repositionnement médicamenteux, c'est-à-dire sur le marché pour d'autres indications. Et pour des raisons que les auteurs expliquent dans le papier et qu'on va détailler dans la méthode, pourrait être intéressant dans la taxi de Friedreich. Et donc, on fait donc de le décortiquer, de l'expliciter avec vous. Bon, donc, le titre de ce papier, c'est Le traitement par calcitriol est bien toléré et augmente le taux de frataxine chez les patients atteints de la taxi Friedreich. C'est un travail qui est espagnol, d'une équipe de la capitale, si je ne me trompe pas, espagnole, et dont le dernier auteur est Joachim Ross, et puis un des auteurs est Fabien Delas, qu'on a déjà vu ou évoqué et qui a déjà bénéficié de soutien de la FAF pour un précédent travail. Je disais que pour un rappel de ce que la vitamine D, j'ai été chercher la page d'introduction de Wikipédia. L'avantage d'être des données un peu exactes et en français. Bon, voilà, c'est une vitamine liposoluble, ou la vitamine A ou la vitamine D, peu importe, qui est qu'on prend dans notre alimentation avant tout à partir des animaux et un petit peu à partir des végétaux, et qui fait l'objet en fait de différentes étapes de métabolisme dans notre corps, après que c'était absorbé. Et ce métabolisme se fait en deux étapes essentiellement, une hépatique et une rénale. Et c'est
que lorsque cette vitamine D absorbée et métabolisée au niveau hépatique puis rénal a été un peu modifiée, qu'elle devient active. Et celle-là, la forme active s'appelle le calcitriol. Alors c'est important parce que bien entendu que la forme active, elle est régulée physiologiquement comme tout le reste de toute façon. Et quand on donne la vitamine D, entre guillemets, en excès sous sa forme native, non métabolisée par l'organisme, on a peu d'effets, ou pas d'effets, ou très peu d'effets métaboliques, puisque les étapes de métabolisation hépatique et rénale sont freinées en fait. Par contre, quand on donne la forme directement active, qui est le calcitriol, eh bien, en fait, il y a moins de freinage de son action. Et donc, ça explique pourquoi on peut avoir, sur le plan physiologique et peut-être thérapeutique, et sans doute thérapeutique, des effets différents quand on fait que donner plus de vitamine D alimentaire, si je puis dire, comparativement à donner la forme active qui, bah, comme le nom l'indique, est active physiologiquement. Alors, euh, le travail comparatif qu'on va détailler, rassurez-vous, il y a moins de 20 diapositives. Il repose sur un travail précédent de la même équipe. On retrouve Fabien Delastre en deuxième position, qui avait étudié 2 ans auparavant, enfin même quasiment 3 ans auparavant, les effets bénéfiques du calcitriol in vitro dans des modèles cellulaires de la maladie. Et les auteurs avaient montré que ça pouvait agir peut-être en amont de la mitochondrie et également en aval, en améliorant son fonctionnement. Alors ça, c'est un travail qui avait été subventionné par la FAF. Et ce qu'avaient montré les auteurs, je le résume là en quelques phrases, hein. Euh, alors, on sait que le déficit en frataxine est associé à une diminution d'expression d'une molécule qui s'appelle NCLX. Peu importe en fait l'abréviation anglo-saxonne, mais globalement, c'est une molécule qui permet le transfert de calcium vers la mitochondrie. Et les neurones, les neurones présents dans les ganglions postérieurs, alors il y a un neurone de trop, les neurones présents dans les ganglions postérieurs de la moelle qui sont déficients en frataxine ont des niveaux bas de ferredoxine 1, donc cette protéine qui permet le transfert du calcium. Et en fait, la ferredoxine 1 est une protéine, va interagir avec la protéine fer-soufre, qui elle-même interagit avec la frataxine. Et, et cette association, en fait, ferredoxine, protéine fer-soufre, frataxine, eh bien, cette association est euh, améliorée, si je peux dire, par le calcitriol, ou joue un rôle dans le calcitriol. Alors, c'est très interactif, hein, ça va dans les deux sens de ce qu'on comprend à la lecture des papiers. Alors, ce qui est sûr, c'est que la supplémentation, alors, c'est ce qu'ils ont montré dans le papier, a faible concentration de calcitriol dans ces mêmes neurones alors, étudiés in vitro, encore une fois. Eh bien, cette supplémentation calcitriol est associée à une diminution des marqueurs biologiques qui signent les dysfonctionnements mitochondriaux. C'est-à-dire que globalement, l'excès de ROS, donc les espèces autoréactives, dépendant de l'oxygène, l'inflammation liée aux dysfonctionnements mitochondriaux, l'inflammation cellulaire, sont régulées à la baisse quand on ajoute du calcitriol. Et même, vous savez que les mitochondries jouent un rôle dans la régulation de ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée, c'est-à-dire l'enclenchement d'une autodestruction de la cellule. Eh bien, in vitro, quand on donne du calcitriol, il y a une diminution des signaux pro-apoptotiques, comme on dit pro-mort cellulaire programmée. Et donc, ça laisse envisager que la survie des cellules est prolongée. Dans ce premier papier qui date de 2021, donc pas si ancien que ça, où j'étudiais le calcitriol in vitro et ses effets bénéfiques sur la mitochondrie, j'ai extrait 2 figures. Alors, sur
Les figures de gauche, c'est ce qu'on appelle des Western blots, où on vient fixer les protéines par des anticorps sur des membranes. Et vous voyez que, par exemple, la ferrodoxine 1 est largement exprimée, c'est la première ligne en haut à gauche, hein, est largement exprimée chez les sujets contrôle, enfin, plutôt, excusez-moi, les cellules contrôle, c'est le SCR. Et puis, il y a deux clones cellulaires qui sont déficients en frataxine, c'est FXN1 et FXN2. Vous voyez on a franchement moins de pyridoxine 1. Alors, pour montrer que c'est assez spécifique de cette protéine, on met une protéine en dessous qui est active, enfin, qui est présente dans toutes les cellules, et c'est l'actine, hein. Vous voyez que l'actine, il n'y a pas de variation selon le type cellulaire, contrôle ou cellules déficientes en frataxine. Et en fait, l'actine est une protéine du cytosquelette cellulaire, donc voilà, ça ne varie pas, et on voit bien que c'est relativement spécifique aux cellules dont il est question. Et sur les trois colonnes de droite, toujours en haut à gauche, vous avez ce qui se passe quand on rajoute dans la culture cellulaire du calcitriol, donc 20 nanomolaires de concentration, et on voit qu'il ne se passe pas grand-chose en termes de cette synthèse de protéines dans la cellule contrôle. Par contre, on voit le trait noir se renforcer dans les deux clones cellulaires déficients en frataxine. Et donc, ça veut dire qu'on a augmenté l'expression de cette protéine par le calcitriol. Encore une fois, cette protéine qui intervient dans le métabolisme du calcium au sein de la mitochondrie. Et cette transposition Western blot en quantité est illustrée par la figure B, hein, qui est à droite, au même niveau, où on voit une augmentation de la protéine en question. Quand on ajoute le calcitriol dans le milieu, on a quasiment une multiplication par 50%, enfin 50% de plus. Et puis dans le même travail, les auteurs, c'est la figure qui est en dessous, on fait le même travail, mais avec des cellules issues de patients, donc FA cell lines, et on voit euh, là encore une petite augmentation de la ferrodoxine 1, notamment dans la troisième lignée cellulaire. Il y a un renforcement du trait en Western blot. Et puis, on voit le déficit caractérisé, soit figure D. Euh, Ces auteurs, on est toujours en in vitro, on vient juste après dans le travail prospectif thérapeutique en médecine humaine. Les auteurs avaient montré que le bénéfice était observable en fait aussi sur des cardiomyocytes et des cellules neuronales venant d'animaux présentant les caractéristiques de la maladie de Friedreich, que le calcitriol est également capable d'augmenter sur ces cellules issues d'animaux la synthèse de frataxine. Donc il y avait à la fois un rôle du calcitriol dans certaines protéines qui interviennent dans le métabolisme calcique, et on sait que c'est extrêmement important, bien qu'on ne sache pas trop d'où ça vient dans la maladie de Friedreich, au niveau des mitochondries. Il y a une hémostasie de calcium qui est perturbée au niveau de la mitochondrie. Et puis, la frataxine elle-même se trouve augmentée quand on met du calcitriol. D'où le travail dont on parle ce soir, donc oui, qui a donné lieu à un essai thérapeutique quelques temps après, donc une grande réactivité de l'équipe espagnole. Et donc, c'est un travail qui est prospectif, donc on décide à l'avance de ce qu'on va faire et on va mesurer en temps voulu. Il est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison avec un placebo et chacun sait ce que prend le patient. Il est donc non comparatif, parce qu'il n'y a pas de traitement de référence, encore que maintenant il y a l'OMEV, et puis l'OMEV aurait pu être un, un- un comparateur, et c'est monocentrique. Alors, pourquoi c'est en ouvert? Aussi parce que, on va le voir rapidement, et vous l'imaginez, la calcitriol, c'est la forme active de la vitamine D. La vitamine D impacte fortement le métabolisme du calcium et
une image en miroir qui est le phosphore, est associé donc à des hypercalcémies, en fait. Et puisque c'est un produit, on va dire, dont l'index thérapeutique, c'est entre la dose utile et la dose toxique, est relativement étroit, il y a besoin de savoir où on va et donc on fait le travail en ouvert. Alors, le calcitriol est administré pendant 12 mois, ça se donne par la bouche, hein, c'est un comprimé, ça existe en France sous la même forme, un comprimé à 0,25 microgrammes, et donc prise quotidienne. Ça a été proposé à des patients donc, atteints de la maladie de Friedreich, d'un âge entre 16 ans et 65 ans, et qui avaient comme caractéristique de pouvoir marcher, aussi parce que ils étaient intéressés par certains tests cliniques. Alors, il y avait, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si je vais trop vite ou si je suis pas assez clair. Donc, c'était des patients entre 16 et 65 ans pour marcher. Il y avait des critères de non-inclusion. On aurait dit, fut une époque d'exclusion. C'était des patients présentant une maladie cardiaque évoluée. Une insuffisance rénale, parce qu'en fait, l'insuffisance rénale, comme on l'a vu, impacte sur le métabolisme de la vitamine D, mais aussi sur les troubles phosphocalciques. Il y avait une exclusion des patients avec des troubles neuropsychiatriques, parce qu'en fait, il manque un S à psychiatrique, parce que l'hypercalcémie, enfin, entre autres, hein, l'hypercalcémie peut donner des troubles neuropsychiatriques. Donc, il ne fallait pas que ça soit un élément venant jeter un trouble dans l'analyse des faits observés. Et puis, bien entendu, les patients qui avaient une malchance d'être déjà hypercalcémiques étaient naturellement exclus. En termes de suivi des patients, il y avait 6 consultations dans l'année avec des contrôles biologiques pour s'assurer de l'absence de toxicité, notamment d'hypercalcémie. Et puis, comme l'hypercalcémie peut s'accompagner de troubles électrocardiographiques, enfin électriques du cœur, il y avait un ECG à chaque consultation. Alors, ça, c'était les modalités d'inclusion et de suivi. Et puis, il y a bien entendu les objectifs attendus d'un possible effet bénéfique. Et donc, ça passait par l'évaluation de l'impact du médicament sur différentes échelles cliniques neurologiques et par 4 dosages de frataxine durant les 12 mois d'administration, soit au démarrage, juste avant la prise du traitement, à la fin des 15 premiers jours, donc un demi-mois de traitement, à M4 et M12. Alors, vous avez en dessous les échelles neurologiques qui ont été faites à M0, M6, M12. Il y a l'échelle SARA que vous connaissez, donc qui comporte 8 items notés de 0 à 40. 0, pas de maladie, 40, très malade. Il y a le test des 9 trous. Je vous ai illustré par l'image à droite ce que ça représente. En fait, c'est un test d'habilité manuel où il faut mettre les petits quilles dans des trous. Et donc, c'est les gestes fins qui sont analysés par ce test, entre autres. Il y avait le test de marche sur 8 mètres où on évalue comment le patient couvre la distance de manière rapide, ample et facile. Je fais une traduction des mots anglais, hein, mais globalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Plus c'est rapide, ample et facile, c'est-à-dire qu'on fait des grands pas, plus on comprend que la marche est maîtrisée. Et puis, il y a le test PATA de vélocité PATA. En fait, c'est un test qui mesure la dysarthrie. On fait répéter des consonnes de manière régulière. Donc ça, c'est l'évaluation neurologique qui se faisait sur 3 temps, hein, bien entendu, à l'inclusion à M6 et M12. Enfin, c'est pas M0, c'était au démarrage du traitement, c'est pas à l'inclusion dans l'étude. Et puis, donc, il y avait une mesure de la frataxine, la protéine, pas l'ARN messager, la protéine, dans les plaquettes du sang périphérique. Chez les sujets sains, mais ils ont aussi regardé au passage ce qu'il y avait chez les hétérozygotes, pas forcément des hétérozygotes reliés génétiquement aux patients eux-mêmes, et puis également chez les sujets sains. Alors, vous avez là le début des résultats, sous la forme de ce qu'on appelle un flowchart en anglais, un diagramme de flux en français, où donc il était prévu d'enrôler 20 patients dans ce travail.
ce qui a effectivement été fait. Donc, il n'y a pas de randomisation puisque tout le monde prend le traitement. Et puis, donc, il y a le calcitriol, 0,25 microgrammes, c'est une capsule molle, en fait, par jour pendant 12 mois. En fait, le flowchart montre tout de suite qu'on perd 5 patients dans le suivi sur 12 mois, puisque il va y avoir des modifications de la calcémie chez 5 sur 20 patients. Donc, ça veut dire un quart d'entre eux, hein, ont des signes biologiques. Alors, encore une fois, c'est signes biologiques, hein, pas forcément cliniques, qui amènent par sécurité à interrompre le traitement. Et donc, on se retrouve à 1 an avec 15 patients qui ont terminé les 12 mois de prise du traitement par calcitriol, une capsule de 0,25 microgrammes par jour. Et donc, on a regardé leur activité quotidienne neurologique, la tolérance du traitement et puis les taux de frataxine. Donc, hein, ça revient au titre, hein, c'est tolérance et, impact sur les taux de frataxine. Parce que, disons-le rapidement, alors, excusez-moi, voilà. Ça, c'est les caractéristiques des patients à l'inclusion. Vous voyez que vous avez, pour l'essentiel, hein, vous avez sur la deuxième partie du tableau en bas, l'âge moyen au démarrage de la maladie, le fait d'utiliser une canne ou un déambulateur, la durée de la maladie. Donc voilà, on a des données assez absolument classiques. Si vous n'avez pas à chaque fois la quantification précise des GA, du nombre de GA, c'est parce que certains patients ont eu des tests semi-quantitatifs. Bon, je passe là-dessus. Euh, voilà les résultats essentiels, on va dire, en termes d'efficacité neurologique clinique. On voit il suffit de regarder en fait la première ligne, hein. L'échelle SARA à M0, on est à 14,8 de moyenne et on est à 15,5 à M12. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'amélioration, puisque s'il y avait une amélioration, on s'attendrait à une diminution du score d'échelle SARA. C'est, on va dire, globalement, au mieux, stable. Après, on l'a déjà entendu dire avec les experts nationaux, on peut séparer les différents paramètres étudiés par SARA, mais en théorie, il faut éviter de le faire, donc on ne va pas s'étendre sur ce tableau, et de toute façon, il n'y a pas réellement de différence très significative. Là, vous avez les autres scores utilisés. Alors, vous avez les petits P, hein, qui sont sur les colonnes de droite, comme sur le tableau d'avant. Les petits P sont, entre guillemets, très sensibles. Et il ne faut pas forcément y voir des différences, il faut savoir regarder les chiffres, hein. Oui, alors le petit P, c'est le résultat d'une analyse statistique. Et globalement, on accepte en médecine un niveau d'erreur de 5%. D'accord, quand on dit le traitement A fait mieux que le traitement B, et qu'on a un petit P qui est inférieur à 0,05. Par exemple, quand vous prenez la première ligne, qui est le score de facilité manuelle, vous avez un petit P entre le M0 et le M12 qui est à 0,120, 0,12. C'est-à-dire que si vous affirmez qu'il y a une différence entre les deux états, avant et après traitement, vous avez 12% de chance de vous tromper. Donc, on considère que 12%, c'est trop. Euh, Si vous regardez la troisième ligne, en fait, c'est le même test fait avec la main non dominante, c'est-à-dire qu'en fait, la main gauche pour les droitiers. Là, vous voyez que vous auriez une petite tendance à l'amélioration, puisque vous avez un score de 60,27 à M0 et 61,52 à M12. Le problème et là pour le coup, est un peu aux statistiques, où on voit bien que en termes numériques, entre 60,27 et 61,52, la différence est pas est ténue.
Néanmoins, on se retrouve avec une valeur statistique de 0,07, c'est-à-dire ce qu'on appellerait une tendance vers un résultat significatif. En fait, ça c'est lié aux données chiffrées. Pour vous illustrer mon propos, si vous prenez 10 000 patients dont la moyenne d'âge varie de 1 an, eh bien en fait, ça vous fait un petit P significatif, inférieur à 0,05. Alors on comprend bien qu'une différence d'1 an physiologiquement, ça ne veut rien dire en termes médicaux. Il y a une relation entre le nombre de mesures et des valeurs retrouvées, et puis la valeur du petit p. Et donc, plus on est dans des mesures de variation intrapersonnelle, plus le petit p est sensible. On considère que la moindre variation chez un même individu, bon, c'est ce qu'on fait là dans ce travail, on compare les individus non pas entre eux, mais par patient. Eh bien, c'est des variations qui sont statistiquement rapidement significatives. Les auteurs, alors qu'on voit des petits p qui touchent à la significativité, voire qui sont vraiment inférieurs à 0,08, 0,05, les auteurs vont nous dire après, les variations cliniquement significatives ne sont pas observées. Ce qui est observé, par contre, c'est l'augmentation de la frataxine. Alors, comme souvent, quand les résultats sont maigres, les auteurs ajoutent des données qui n'étaient pas réellement des objectifs, mais qui sont euh, scientifiquement et médicalement intéressantes à observer. La première, c'est sur le schéma, enfin, la figure plutôt en haut à gauche. Vous avez les taux de frataxine, donc je vous rappelle, c'est des extraits de protéines à partir des plaquettes du sang circulant, des plaquettes circulantes dans le sang. Vous avez les taux de frataxine chez les sujets sains, chez les hétérozygotes et chez les patients. Et vous voyez que globalement, pour caricaturer un peu, les hétérozygotes, c'est des choses qui sont connues, mais c'est toujours bien de voir que dans un travail, ça se répète, ça laisse entendre que la méthodologie est robuste, en tout cas de qualité. Donc les taux de frataxine chez les sujets hétérozygotes, les carrières, c'est le deuxième point en haut à gauche, de la figure en haut à gauche. Les carrières les hétérozygotes ont un taux de frataxine divisé en gros par 2, et les patients ont un taux de frataxine encore divisé par 2. C'est important à bien avoir ça en tête, parce que si on dit que toute la maladie se résume à une carence en frataxine et que les hétérozygotes ne sont pas malades, il faut avoir pour objectif thérapeutique d'augmenter la frataxine des patients vers les taux des hétérozygotes, c'est-à-dire en gros doubler. La figure qui est en haut à droite, c'est en fait une droite de corrélation entre les concentrations de frataxine, enfin plutôt les taux de frataxine retrouvés chez les patients et l'âge de démarrage des symptômes. Et ce qu'on voit, puisque c'est une droite ascendante, ça veut dire que plus vous avez de frataxine, plus vous avez, en fait, les patients ont démarré tard dans leur maladie. Alors c'est une chose qui est connue, et c'est assez intéressant de voir que la droite de corrélation est assez... les nuages de points autour de la droite de corrélation est assez rapprochés. Le nuage est étroit. Et alors, c'est un nuage qui est encore plus étroit sur la figure C, qui met en image la corrélation entre le taux de frataxine et la longueur des expansions GAA. Et on voit que le taux de frataxine est d'autant plus bas que les expansions sont nombreuses. Donc là, c'est une courbe qui est inversée. Ceux qui ont peu d'expansion GAA ont des taux de frataxine entre enfin, les plus importants, jusqu'à 8, comparativement à 2 pour celui qui a 700 expansions GAA. Et enfin, l'essentiel du travail qui sert de base au titre en fait, du travail, hein, c'est que chez les patients qui sont traités pendant 12 mois,
avec 3 mesures de frataxine, et à M0, donc avant le traitement, à M4 et M12, eh bien, on a une augmentation peut-être un peu lente, mais certaine, du taux de frataxine. Et donc, donc c'est en augmentation relative, hein. Donc, la valeur initiale elle vaut 1, et on s'approche du 1,3 à 1,35 d'augmentation à M12. Et donc, effectivement, ça fait un petit P qui est significatif à 0,01, enfin, précisément 0,0112. Et, euh, et donc, ça laisse entendre qu'en termes de modification physiologique, le calcitriol donne un bénéfice avec une augmentation de la synthèse de frataxine. C'est assez intéressant d'observer qu'à 12 mois, sur les 15 patients, c'est pas énorme, les 15 patients ont une augmentation puisque l'extrême inférieur est inférieur à la valeur de base moyenne. Donc, ça veut dire que l'ensemble des patients qui ont fait les 12 mois de traitement, c'est-à-dire 15 sur 20, ont eu une augmentation de frataxine. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. C'est moi, là, Fabrice Lecornu. Oui, Ce que je comprends pas, c'est dans les patients qui ont fait le test, là, oui, dans la figure C, on voit que leur taux de frataxine varie en gros de 1 à 8. oui. Et ce qu'on ne retrouve pas dans le schéma A, où on devrait avoir les petites variations bleues là qui iraient de 1 à 8 en fait, où j'arrive pas bien à comprendre pourquoi, où c'est. Vous avez, en fait, alors, vous avez une individualisation des figures sur la figure C. Là, vous n'avez pas les 15 mesures, hein, donc il y a dû y avoir des prélèvements qui sont passés à la trappe, Il y en comme a ça. 8 sur les 15 quand même. Ouais. Et dans la figure A, vous avez la médiane et les 50e, les 25e et 50e percentiles. Vous n'avez pas toutes les Ah, valeurs qui sont représentées. D'accord, c'est les percentiles. Je Voilà, comprends mieux. oui, j'aurais pu l'expliciter mieux. Les barres, là, c'est 25e, 50e percentile. Donc les valeurs extrêmes, elles passent à la trappe, en fait, dans ce genre de schéma. Ok, je comprends. Merci. Et justement, c'est une bonne question parce que les explications des 25e, 50e percentiles, elle est valable pour la figure D. Et donc, on voit bien ceux qui sont au 25e percentile, ils sont au-dessus, même si c'est peu, hein, de la ligne de base de 1. Donc, en fait, euh, enfin, tous les patients, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, tous les patients ont un bénéfice. Enfin, en tout cas, ont une augmentation de synthèse de frataxine. Une question aussi sur le graphique D, Oui, si vous pouvez revenir. oui, Euh, L'objectif dont vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir un doublement du taux de frataxine, donc de 5 à 10, hein, si j'ai bien compris le schéma A, ce oui. serait le même au niveau du schéma D, c'est-à-dire qu'on devrait l'objectif ce serait de passer de 1 à 2 en fait, même si Exactement. d'accord. Et, Exactement. on a fait un tiers avec 1,35, on serait à peu près à un tiers du chemin, quoi, on va dire ça comme C'est ça. ça. Ouais, à 12 mois, on serait un tiers. C'est une très bonne estimation. C'est-à-dire qu'à 12 mois, on serait un tiers de l'augmentation nécessaire. Ok. Non, on devrait passer de 1 à 6 pour remonter à 10. En partant de 5, c'est du Non, relatif. vous devez, pour passer de 5 à 10, vous devez doubler. D'accord? Ah oui, C'est ce d'accord. que Ok, laisse c'est pour ça penser qu'on a deux. c'est ce que laisse penser la figure A, hein, pour passer. En gros, on donne des valeurs rondes, hein, de 5 à 10, multiplié par 2. Et donc, vous l'avez en augmentation relative sur la figure D. Et donc, il serait passé de 1 à 2. Mm, En fait, vous passez de 1 à 1,35. mm. Et la courbe a l'air comme ça linéaire, donc ça veut dire que, j'allais dire, au bout de donc, 1 an, donc au bout de 3 ans, on pourrait espérer atteindre le 2 ou on n'en sait rien, ou il y a un moment, Non, j'allais dire, de saturation, de trucs comme ça qui peut. non, c'est une très bonne question, on n'en sait rien, clairement. Non, j'en sais rien. Mm. Je trouve, enfin, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer comme phénomène cellulaire, je suis même un peu étonné de ça, très sincèrement. Mais Ok. qu'on n'ait pas en 12 mois une phase de plateau.
Oui, que ça monte progressivement aux 12 mois. Moi, je trouve ça étonnant en termes de phénomènes biologiques, physiologiques. Mais bon, on est de toute façon dans un total inconnu, hein. d'accord. Ok. Et donc, vous avez là les données chiffrées, en fait. Euh, que je- c'est deux choses. Alors, je vous ai remis la figure, et puis à gauche, je vous ai mis le texte où il donne les valeurs, en fait, hein. Ah, ok. Ouais. Donc, les patients, c'était en moyenne 5,7 picogrammes par microgramme d'extrait cellulaire. Les hétérozygotes 10 et les donneurs sains 18. Vous voyez qu'on est assez proche en gros, de x2. Dans un monde idéal, on multiplie la frataxine par un facteur 2. Mhm. Donc en discussion, bien que ça soit décevant, il n'y a pas d'amélioration neurologique par les 4 éléments de mesure qu'ils ont utilisés. Quand même pas négligeable, 4 éléments de mesure. Donc l'échelle SARA, l'échelle dextérité manuelle, l'échelle de dextérité, j'ai envie de dire, à la marche, et puis une mesure de la dysarthrie. Parce qu'en fait, je suis passé un peu vite, mais l'augmentation moyenne du score SARA, il est de 0,73 points à 12 mois. Donc, ce n'est pas une stabilité, en théorie, c'est une dégradation. Et en fait, dans la littérature, comme le rappellent les auteurs, dans 2 travaux, d'ailleurs, d'euroataxia, hein, où il y a une surveillance des patients, l'histoire naturelle de la maladie qui est décrite à 2 ans et à 4 ans, eh bien, dans un travail, c'est 0,77 points par an, et dans l'autre travail, c'est 0,82 points par an. Donc, on est vraiment dans les mêmes échelles, et donc on a l'impression qu'au plan moins neurologique, il n'y a pas d'impact cliniquement décelable. Donc, bien entendu, c'est une déception. Alors, quand on parle du caractère, comme disent les anglo-saxons, safe du traitement sûr, peu toxique, les auteurs décrivent quand même 5 arrêts du traitement sur 20, hein, ce qui est quand même considérable. Euh, il faut relativiser puisque ils ont très rapidement interrompu le traitement et donc pour des niveaux de petite hypercalcémie hein, qu'ils avaient définis à l'avance et qui objectivement ne pouvaient pas engendrer une quelconque toxicité clinique décelable, mais ils ont joué à juste titre la carte de la sécurité, donc il y a une interruption du traitement. Et comme disent les auteurs, comme c'est une toxicité, enfin c'est une montée de la calcémie médiée par l'apport exogène de vitamines actives, ça régresse très facilement quand on arrête le traitement, sans d'ailleurs traitement de l'hypercalcémie elle-même. Et puis, ce qui vient confirmer les données in vitro de l'étude de 2021, c'est que quand vous donnez du calcitriol à dose respectable, hein, 1 gélule par jour, eh bien, vous avez une augmentation de la protéine frataxine chez les patients. Et alors, ce qui reste à définir, en fait, c'est comment se fait cette action du calcitriol. Et les auteurs avancent l'hypothèse sur une base de données expérimentales, hein, c'est que ça viendrait agir sur le promoteur du gène de la frataxine. Alors, il ne faudrait pas être étonné de ça parce que il y a énormément de travaux, enfin, comme pour toutes les vitamines d'ailleurs, mais énormément de travaux qui ont été menés sur la vitamine D, ses régulations et ce que ça fait sur les cellules. Et il y a plusieurs centaines de gènes qui sont montrés comme étant régulés en tout ou partie par les vitamines D actives. Donc, qu'on ait une possibilité que effectivement ce calcitriol vienne se fixer sur une région promotrice du gène et que ça amplifie la synthèse de la protéine, ma foi, ça serait tout de même pas étonnant. En tout cas, le travail, même si il peut vous paraître, et c'est aussi je pressens, c'est-à-dire source tout de même d'événements indésirables non négligeables,
les auteurs ont dans la perspective de continuer le travail et en fait surtout d'augmenter, non pas tellement les posologies, mais les durées de traitement pour espérer en voir un bénéfice au plan physiologique, neurologique notamment. Et à ma connaissance, à notre connaissance, le travail devrait se faire ou a déjà commencé. Je ne crois pas qu'il ait déjà commencé. Voilà, c'était ma dernière diapositive. J'espère que je n'ai pas été trop long et ni trop confus. Euh, ce qu'on pourrait, personnellement, hein, c'est un avis qui n'engage que moi, dire sur ce travail, c'est que c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas été, à moins que ça sorte après, mais ils ne l'ont pas dit en tout cas, et faire plus de mesures sur la physiologie des mitochondries chez les patients, puisque dans le premier travail in vitro, il rapportait pas mal d'effets bénéfiques, la synthèse des ROS sur le déclenchement du programme de mort cellulaire, où la mitochondrie joue un rôle vraiment important. Peut-être que c'est des travaux in vitro menés sur le sang des patients qui va arriver après. En tout cas, c'est pas dit dans la discussion. Mais voilà, ça c'est un petite déception qui n'est pas de données plus importantes sur la physiologie des mitochondries chez les patients qui sont traités. Et puis le bémol, c'est du coup on peut poursuivre un traitement en vitamine D active chez les patients, puisque plus le temps passe, plus on va avoir sans doute des effets secondaires via l'hypercalcémie ou d'autres phénomènes qu'on ne maîtrise pas forcément. Avant qu'on ait, j'enfonce une porte ouverte hein, pour donner une idée de ce qu'on peut avoir, c'est que avant d'avoir une hypercalcémie, donc un excès de calcium dans le sang, les reins en éliminent plus, donc il y a une hypercalciurie. Or, l'hypercalciurie, c'est une source en fait de lithiase rénale. Et donc, on pourrait imaginer que même si on n'a pas d'hypercalcémie dans le sang détectable, on a une hypercalciurie source de lithiase, qui est un autre problème de santé qu'il vaut mieux éviter. Donc voilà, c'est pour vous dire que dire qu'on va partir à coup sûr vers des années de traitement par calcitriol à dose active, enfin calcitriol à dose continue quotidienne, c'est pas sûr du tout. Voilà, si vous avez des questions. Fabien Delastre a répondu à l'appel à projet de la FAF pour l'avenir à venir sur le projet de poursuivre cet essai clinique avec la dose de 0,5, qui est la dose maximale prévue par la... Non, c'était 0,25 et passe à 0,5. Oui. Qui est la dose maximale prévue par l'autorisation mise sur le marché de ce médicament, le calcitriol. Voilà. Donc, ils ont pour projet de poursuivre, en tout cas. Et puis, ce qu'a pas dit Pierre Marais dans les perspectives, c'est que si un médicament à petite dose augmente un petit peu la frataxine, peut-être que c'est une piste pour de l'association médicamenteuse. Et c'est pas parce que les résultats neurologiques sont pas probants là sur ces 20 patients que c'est pas intéressant de l'envisager sur de l'association thérapeutique. Donc c'est vraiment très chouette d'avoir eu une équipe qui a fait un travail clinique sur du repositionnement médicamenteux. Moi, je trouve que c'est remarquable, hein. Et ça laisse quand même des perspectives à encourager. Mais ne prenez pas une tonne de vitamine D tout seul dans votre coin, hein. Ça peut être dangereux. Il faut surveiller la calcémie. Non, j'avais une remarque sur la dernière diapositive. Quand on voit l'amélioration, enfin, quand on parle de SARA, SARA, c'est une échelle de 0 à 40 sur les Oui. 10 critères, en fait, hein. Et on s'aperçoit que gagner un point en SARA, c'est énorme, quoi. Enfin, on ne gagne pas un point comme ça, quoi. Donc, en fait, si la moyenne, c'est 0,73, alors que la dégradation, c'est 0,73, alors que pour une dégradation typique, c'est 0,82, on peut au moins se dire qu'on freine un tout petit peu l'évolution de la maladie avec le calcitriol. C'est pas impossible, honnêtement. C'est pas impossible, mais sur 15 patients, c'est difficile à dire. Et puis Voilà, la dégradation de Sarah dans l'eurotaxia, elle est même de 1,5 selon les patients. Donc là, parce que là, vous avez des patients hétérogènes hein, dans cet essai. Oui, bien sûr. Beaucoup ont un début de symptômes précoces, d'autres sont des patients qui plutôt ont une dégradation de 1,5 par an. Donc ce serait potentiellement, ce ne sont pas des si mauvais résultats que ça. Mais là,
dans l'étude qu'ils font, c'est difficile. Ils peuvent pas prouver que ça marche. Voilà. Excusez-moi, je dis, il faut pas faire trop de plans sur la comète. Il faut rester terre à terre au niveau des résultats. Il faut retenir, c'est qu'à 12 mois, avec la posologie utilisée et avec les moyens de mesure cliniques, donc les 4 échelles dont on a évoqué, il n'y a pas d'amélioration objective. Voilà. Je crois que c'est D'accord. ça qu'il faut retenir. Ça veut pas dire que ça ne marche pas. C'est avec les limites qu'on vient d'indiquer à la posologie, à la durée et avec les 4 moyens de mesure clinique, d'échec clinique. Il est pas faux, il est même absolument vrai que ces 15 patients et ces 15 patients ont leurs caractéristiques propres, bien entendu. Ça a été un peu suggéré dans un autre travail de repositionnement avec le nicotinamide, où 8 patients sur 10 répondaient au traitement. Et même si les auteurs ne le disent pas, ça laisse entendre qu'il y a des caractéristiques des patients qui impliquent une réponse ou pas à des traitements de ce type. Donc, le fait que dans ce travail-là, il n'y a pas de bénéfice clinique ne veut pas dire qu'on ne l'observera jamais. Ça fait Mhm. partie des limites du travail. Une autre demande d'explication sur la diapositive numéro 2. J'arrive pas bien à voir la différence entre le D2, D3, en fait, qui est végétal ou animal au niveau de la source, et le calcitriol. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une forme, je dirais, naturelle qu'on trouve dans l'alimentation à une forme En fait, active? La molécule native qu'on absorbe, elle est modifiée au niveau du foie une première fois et elle modifie une deuxième fois au niveau du rein. Et c'est que quand elle a été modifiée une deuxième fois, qu'elle est une forme active. Je ne sais pas si c'est ça la D'accord. question. Oui, oui, c'était... D'ailleurs, si vous avez des insuffisants rénaux autour de vous qui ne font plus de vitamine D active, on leur donne la vitamine D sous la forme active, ce qu'on appelle la 1-alpha. Voilà. Et de la même manière, enfin, c'est moins classique, parce que le foie fait longtemps son travail de ce côté-là. Mais ouais, il y a 2 sites de conjugaison qui doivent se rajouter sur la molécule native en 25, position 25 et en position 1. Une fois le foie, une fois le rein. Voilà. Et alors, juste une remarque, il s'agit du calcitriol, hein. Ça ne marche pas avec, c'est un nom barbare, le cholécalcitriol. Le cholécalcitriol, c'est la forme, bah, en fait, c'est la première diapo que je vous ai montrée, c'est la forme venant de l'animal. Donc, la plupart du temps en France, on prescrit de l'uvée-dose, qui est du cholécalcitriol. Non, le C'est la D3, ça. Oui, cholécalciférol. Donc ça marche pas. Non, mais c'est pas que ça marche pas, c'est qu'il faut qu'elle soit métabolisée. Et que si on a déjà un taux de calcitriol correct, il n'y a pas de raison que l'organisme en métabolise plus. Donc, effectivement, ça marche pas, en fait. Et quand on fait une analyse de sang et on nous demande, on mesure la vitamine D, on mesure quoi, la On me- On peut synthétise faire D? les deux, mais on mesure pas le calcitriol. D'accord. Parce que nos médecins, ils nous font mesurer la vitamine D et ils nous, en fonction du niveau, en restant en dessous de 100, par exemple, si on est trop inférieur, ils nous complètent en D3. si jamais vous devez être complété, ce serait plutôt mieux d'insister pour avoir du calcitriol plutôt que de l'uvée-dose, donc du cholécalciférol. C'est ça, cholécalci machin. Genre, le résultat sera le même, mais que, y en a un qui augmente la frataxine, pas l'autre. Ah, dans ce que dit Patricia, il y a une petite difficulté, parce que la En bonne face posologie, du micro, s'il te plaît. il y a une petite difficulté dans ce que dit Patricia, c'est-à-dire que oui, on devrait, dans le contexte de la maladie de Friedreich, on devrait plutôt demander du calcitriol. Encore une fois, le seul problème du calcitriol, c'est que c'est la forme active dont on ne sait pas précisément quelle est la quantité dont on a besoin.
C'est pour ça qu'on donne en fait la vitamine D sous une forme entre guillemets mature et que l'organisme fait la forme mature dont il a besoin. Ouais. Je ne sais pas si je suis clair sur un tel sujet. Bah, c'est moins risqué pour le médecin. Ouais. Oui, pour oui, le patient, et c'est pour le patient, et puis, l'organisme, il sait ce qu'il doit faire. Alors que si on donne Ouais, une forme active d'emblée, on sait pas, nous, à quel niveau on doit se situer. je comprends. le calcitriol est un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché dans 2 pathologies que sont le rachitisme et l'ostéomalacie, à des doses maximales de 0,5 par jour, c'est-à-dire le double de ce qui a été fait dans l'étude, avec des contre-indications bien précises, c'est-à-dire que l'hypercalcémie ou les calculs calciques sont des contre-indications à l'utilisation du calcitriol. Voilà. Le rachitisme, on a compris, hein, c'est la carence en vitamine D chez l'enfant. L'ostéomalacie, c'est l'équivalent du rachitisme mais chez l'adulte. Donc, c'est un défaut de calcification des os qui deviennent fragiles. Très bien, merci. Bon, Merci beaucoup à tous les deux pour ce travail Oui, merci et beaucoup. ces Effectivement. explications. de rien, on espère Ouais. qu'on... Merci. Merci. Merci encore, hein, merci encore. Merci, bonne soirée. À Merci bientôt. beaucoup.